Le Premier ministre de Madagascar ne sera pas de l'opposition. Le président Harry refuse de se conformer à un arrêt de la Haute Cour constitutionnelle. Référendum prévu fin juillet aux Comores, l'opposition conteste et exige le rétablissement des institutions démocratiques. Le Nicaragua enregistre encore de violents affrontements entre police et manifestants. Ces derniers demandent le départ du chef de l'État. La bataille pour le choix du futur Premier ministre de consensus censé mettre fin à la crise politique qui secoue Madagascar s'est engagée samedi avec le refus du président malgache Harry d'accepter les candidats présentés par l'opposition. L'opposition a proposé 3 députés du parti Mapar dirigé par l'ancien président Andry Rajoelina pour être désignés Premier ministre, mais ils ont tous été rejetés par le président Harry. Dans un arrêt rendu il y a une semaine, la Haute Cour constitutionnelle a ordonné la nomination d'un nouveau chef du gouvernement dont la composition de l'équipe doit refléter les résultats des élections législatives de 2013. Cette décision suscite un vif débat entre le régime et ses adversaires qui revendiquent tous les deux la majorité d'un parlement où de nombreux élus ont changé de camp depuis leur entrée en fonction. Selon une décision rendue vendredi par la plus haute instance judiciaire du pays, l'actuel Premier ministre doit quitter ses fonctions au plus tard mardi prochain et son successeur doit être nommé au plus tard le 12 juin prochain. Dans l'esprit d'un consensus, le parti présidentiel HVM estime que le chef de l'État devrait nommer une personnalité politique neutre qui ne vient ni de l'un ni de l'autre camp politique. L'opposition comorienne a exigé samedi du président Azali Assoumani le rétablissement des institutions démocratiques au lendemain d'une série de manifestations dans plusieurs villes du pays contre le référendum constitutionnel annoncé pour fin juillet. Élu en 2016, le colonel Azali a multiplié ces derniers mois des initiatives politiques controversées. Il a suspendu la Cour constitutionnelle, assigné à résidence l'un des chefs de l'opposition, son prédécesseur Ahmed Abdallah Sambi, et décidé d'organiser le 29 juillet prochain un référendum qui lui permettrait de briguer un deuxième mandat consécutif à la tête de l'archipel. Ces décisions suscitent l'hostilité de plus en plus ouverte des adversaires du chef de l'État, dont l'ex-président Sambi, qui a été assigné à résidence après avoir appelé à des manifestations anti-référendum. Vendredi dernier, pour la 3e semaine consécutive, de violents affrontements ont opposé pendant près d'1 heure les forces de l'ordre à des manifestants qui appelaient au départ du président Azali. 2 personnes, dont Ahmed El Barouane, le secrétaire général du parti de l'ex-président Sambi, ont été interpellés. D'autres rassemblements hostiles au chef de l'État ont été signalés dans 5 autres localités de l'île de Grande Comore, l'une des 3 îles qui composent l'Union des Comores. L'interdiction décrétée par le gouverneur de Bamako en vertu de l'état d'urgence toujours en vigueur n'a pas été respectée par l'opposition. La coalition pour l'alternance et le changement au Mali avait maintenu son mot d'ordre de rassemblement. En milieu de journée samedi, une source hospitalière avait fait état d'au moins 12 blessés, dont un policier. L'opposition assure qu'une trentaine de blessés ont été admis au centre hospitalier universitaire de Bamako. En effet, la police était intervenue à coups de matraque et de gaz lacrymogène à plusieurs endroits de Bamako. Le ministère de la Sécurité a justifié l'intervention des forces de l'ordre par la volonté d'empêcher tout attroupement de nature à troubler l'ordre public. Dans une démocratie, ce n'est pas une autorisation qu'on demande, mais c'est juste une information qu'on donne sur l'itinéraire et puis sur les objectifs de la marche, ce que nous avons fait. Malheureusement, ces autorités n'ont pas compris que quand on accepte de faire la démocratie, quand on prend la démocratie comme mode de gouvernance, on doit accepter tout ce qui va avec. Et ce qui va avec la démocratie, c'est des droits constitutionnels comme le droit à la santé, comme le droit de manifester. Que la présidentielle à venir ne soit pas bâclée, c'est contre la fraude électorale programmée.
c'est contre des élections bâclées. Et deuxièmement, c'est pour libérer la radio et la télévision publique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dans un communiqué appelé toutes les parties au calme et à la retenue et exhorté les acteurs politiques et de la société civile à privilégier le dialogue pour maintenir un environnement propice à la tenue d'élections crédibles et transparentes en juillet prochain. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a officiellement annoncé le 28 mai sa candidature à un second mandat. Dans cette course, il fera face à une quinzaine d'adversaires. La polémique enfle en Côte d'Ivoire avec la déclaration ce week-end d'Alassane Ouattara. En effet, le président ivoirien a déclaré dans un entretien à l'hebdomadaire Jeune Afrique qu'il n'excluait pas un troisième mandat. Pourtant, pendant longtemps, l'homme a écarté cette possibilité. Désormais, il estime que tous les compteurs ont été remis à zéro par le changement de constitution de 2016 et que ces élections de 2010 et 2015 ne comptent pas. Par conséquent, Alassane Ouattara explique que la nouvelle constitution l'autorise à faire 2 mandats à partir de 2020. Mais il assure ne prendre sa décision définitive qu'à ce moment-là, en tenant compte de la situation de la Côte d'Ivoire. Selon lui, avant même ces principes, passent la stabilité et la paix. Cette interprétation de remise à zéro des compteurs, qui est souvent diffusée par ses partisans, est largement boudée par l'opposition, mais aussi par une grande partie de la communauté internationale. Certains observateurs ont une autre analyse de la situation et estiment que le président utilise la menace de se représenter pour faire taire les querelles internes nées de la guerre de succession qui a déjà commencé. La transformation en un parti unifié du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix est un serpent de mer de la politique ivoirienne depuis une dizaine d'années. Cette idée ne fait pas l'unanimité au sein de la coalition au pouvoir. Un des points d'achoppement est justement l'investiture du candidat à la présidentielle de 2020. Une partie des membres du PDCI estime que cette investiture revient de droit à leur formation puisqu'ils ont soutenu celle du Rassemblement des Républicains, le parti d'Alassane Ouattara, à 2 reprises. Concernant les bourses, c'est bien beau d'augmenter les bourses, mais il faut sans doute comprendre que cela ne peut pas nous faire oublier la mort de notre cher Fallou Sène. Certes, c'est bon d'augmenter les bourses, mais il faut aussi savoir que nous sommes dans un contexte électoral. C'est une situation électorale qui lui impose cela. Parce que quoi que l'on puisse, cela fera partie de son bilan lors des campagnes. Il dira aux Sénégalais qu'il a gâté les étudiants, il a fait ceci, il a fait ceci. Il a pensé à améliorer les conditions de vie des étudiants, mais il faut qu'il sache que il a certes fait une bonne chose, mais les restaurants là ne sont pas praticables. On aimerait également qu'il fasse de son mieux pour qu'il réhabilite ces restaurations-là, afin que l'on puisse accéder à une alimentation meilleure qui est garantie de santé. C'est une mesure que nous saluons tous en tant qu'étudiants, parce que vous savez que l'étudiant accorde une importance donc, à la bourse. Parce que je l'avais dit l'autre jour, et ça faisait partie aussi de notre plateforme revendicative. Donc, si le président vient aujourd'hui pour nous accorder quand même des privilèges qui relèvent de la bourse, je pense que nous ne pouvons que saluer cette mesure. Et au-delà de cela, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la majeure partie des étudiants, donc moi j'en ai vu, je vous donne l'exemple, j'ai vu même des étudiants qui, après avoir perçu leur bourse, envoient une partie à leur famille et l'autre partie qu'ils utilisent pour subvenir leurs besoins. Donc je pense qu'en tant qu'étudiant, si le président de la République vient quand même pour augmenter le prix des tickets et la bourse, en tant qu'étudiant, permettez-moi de vous dire que nous ne pouvons que saluer cette mesure. Bon, l'épidémie d'Ebola qui est déjà à la porte, même si ce n'est pas confirmé, comme l'a affirmé le médecin directeur de notre hôpital général de Mamaemo, qui a dit qu'il n'y a aucun cas suspect ici à Kinshasa, mais ce sont déjà des rumeurs, des soupçons. Alors, ce que moi je pense, Kinshasa contient beaucoup d'habitants. Que le gouvernement provincial d'abord puisse prendre ses précautions. Premièrement, c'est assainir la ville de Kinshasa. La ville est très polluée. Partout où nous passons, il y a de la saleté.
Donc que le gouvernement puisse prendre ses précautions, de faire l'assainissement de la ville, de conscientiser la population. C'est presque à la porte de Kinshasa, qui est la ville capitale de la République démocratique du Congo. Ce que je peux dire aux autorités provinciales, même au ministère de tutelle de notre pays, de pouvoir chercher le moyen préventif pour que cette maladie ou ces virus n'atteignent pas Kinshasa, de peur de retrouver un nombre très élevé de morts à Kinshasa. Reprise ce vendredi à Rabat des négociations entre le Maroc et l'Union européenne pour un nouvel accord de pêche. Cet accord devra tenir compte de la récente décision de la justice européenne relative au Sahara occidental, un territoire disputé. Le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita et le directeur des affaires maritimes et de la pêche à la Commission européenne Joao Aguiar Machado sont les principaux négociateurs. La rencontre s'est déroulée selon un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères dans une atmosphère sereine de partenariat constructif et a permis de réaliser d'importants progrès vers la finalisation des négociations en vue de parvenir à un accord équilibré, durable et mutuellement avantageux. Ce nouveau round de négociations intervient alors que l'accord de pêche Maroc-Union européenne, qui permet aux navires européens d'accéder à la zone de pêche marocaine en échange d'une contribution économique annuelle de 30 millions d'euros, arrive à échéance en juillet. Une première session de négociation s'était tenue fin avril à Rabat. Mi-avril à Luxembourg, les États membres de l'Union européenne avaient donné leur feu vert pour amender l'accord. Plusieurs morts, des blessés, des arrestations et des dégâts matériels. La violence s'est poursuivie samedi au Nicaragua. Plus d'une centaine d'habitants ont trouvé la mort dans tout le pays depuis la vague de manifestations déclenchée le 18 avril. Ils ne veulent qu'une chose, le départ du président Daniel Ortega au pouvoir depuis 2007. On est attaqué par la police d'Ortega, par des assassins, par des snipers génocidaires. On ne fait que nous défendre de ce régime assassin. Que ce gouvernement quitte le pouvoir et nous donne l'opportunité d'avoir un gouvernement de transition. C'est la seule façon d'avoir la paix au Nicaragua. Sans justice, il n'y aura pas de paix. La contestation populaire est partie au Nicaragua d'une réforme des retraites, mais a vite tourné à un mouvement général de rejet du chef de l'État, accusé de confisquer le pouvoir.